Donc je m'appelle Richard Monvoisin, je suis au laboratoire HP2 de Grenoble, c'est l'hypoxie-physiopathologie, je suis au laboratoire de zététique de Nice, et je bénéficie d'un terreau associatif assez fort et assez dynamique qui s'appelle l'Observatoire zététique, c'est à Grenoble aussi. Zététique, on peut donner deux définitions à ce terme. Le premier qui est très formel, qui est démarche scientifique appliquée aux phénomènes réputés étranges, surnaturels, paranormaux, et à tout ce qui est théorie ou thérapie bizarre ou fumeuse. Et la deuxième définition consiste en une pédagogie adaptée pour aider notamment les étudiants, parce que je me consacre aux étudiants, adaptée à leur transmettre des outillages critiques faciles, simples, qui puissent les aider à comprendre ce qu'est la démarche scientifique, mais sur des sujets qui sont très affectivement marqués et qui donc sont assez stimulants. Alors, j'ai pris comme prétexte pour vous donner quelques éléments critiques que vous devez peut-être connaître, le sujet des élixirs floraux de Bach, la thérapie florale de Bach, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je fais cours à des étudiants de pharmacie, et dans les pharmacies normalement achalandées, on trouve des élixirs floraux de ce type-là, donc des petites fioles qui normalement sont en nombre de 38, mais qui sont multipliées depuis. Et puis parce que les élixirs floraux, c'est une thérapie dite de bien-être, et c'est à ce titre-là qu'elle est vendue, et ça pose notamment des problèmes d'argumentation. Elles ne prétendent pas, soi-disant, soigner, mais de fait, elles prétendent soigner. Donc c'est une espèce d'ambiguïté comme ça, qui me paraissait intéressante à... Alors je ne vais pas rentrer dans le détail complet de la théorie de Bach, je vais essayer de donner des outils critiques qui sont adaptables à d'autres thérapies, notamment l'homéopathie, mais on en verra peut-être quelques autres. Alors j'ai pas mal de choses en stock. Alors, voici Edward Bach, né en 1886 à Moseley, près de Birmingham. C'était un enfant éveillé, très sensible, très bon, très gentil. C'est comme ça que, en tout cas, ses hagiographes le rapportent. Donc, voilà le détail un petit peu de ses diplômes. Il est pas un plaisantin. En 1915, il devient assistant en bactériologie à l'UCH. C'est intéressant parce que ça lui a permis d'éviter d'aller à la guerre et comme beaucoup de ses contemporains, d'y laisser sa peau. La première phase, c'est celle-ci. Bach présume une causalité entre les poisons intestinaux et la personnalité des gens. Bon, et puis, il tombe sur le livre de Princeps de Hahnemann, de la théorie de l'homéopathie, l'organon, et il lit qu'Hahnemann croit en une causalité entre les poisons intestinaux et les maladies chroniques. Hop, il fait le pont, et il en conclut qu'à chaque personnalité est associée une maladie chronique. Alors il va utiliser le terme psor, que l'on retrouve encore de temps en temps, qui est un concept absolument indéfinissable de maladie chronique. Deuxième phase, Bach a déjà distingué 7 types de bacilles intestinaux en 1919, et il cherche à décrire des grands types humains, et puis il semble qu'il est bien le 7. On peut penser que c'est un héritage chrétien, quelqu'un de très fortement chrétien. Donc il en conclut en fait, il y a une illumination lors d'un dîner franc-maçon. Un soir, il s'exclame, comme ça ne m'étonne pas, qu'il a compris que l'humanité se résume en 7 grands types de personnalités, que voici. Alors il définit ce qu'il appelle lui les états psychologiques dits négatifs qui corrèlent à un pendant positif. Donc peur, donc associé à courage, incertitude, manque d'intérêt pour le présent, solitude, hypersensibilité aux influences et aux idées, découragement et désespoir, et souci excessif du bien-être d'autrui. Vous êtes censé normalement appartenir à l'une de ces catégories en majorité. Il associe chaque bacille intestinale donc à un type de personnalité, comme je vous l'ai dit. Or, Hahnemann a dit qu'il faut soigner le mal par le mal. Alors, il en conclut qu'il faut absolument faire ça, donc il crée ce qu'il appelle lui des nosodes, qui sont des vaccins homéopathiques, relativement dilués, donc sur la base de la théorie hahnemannienne, et à la base de trucs pas très ragoûtants, de l'urine, du pus, du sang, des cheveux, plein de petites choses comme ça, administration buccale. Bon, le nosode, c'est quand même pas très appétissant, et il se dit, mais pourquoi pas soigner le mal par le bien plutôt? Effectivement, c'est une réflexion qui fait sens. Alors il dit, bon, je vais soigner le mal par le bien, parce que, on précise bien dans ses biographies que c'est quelqu'un de fondamentalement bon et très préoccupé par ça. La cinquième phase, le bien pour lui, c'est évidemment la nature, et il revendique un héritage très ancien. Il revendique Sushruta, il revendique Zoroastre, il revendique plein d'anciens comme ça qui voyaient dans la nature la force médicale, la dix medicae qui soignerait et qui aura un pouvoir curatif puissant. Et pour lui, la nature la plus simple, c'est la plante, et sa quintessence, c'est un mot, peut-être que le sujet suivant, je crois, porte sur les termes comme ça qui sont un peu galvaudés. Pour lui, la quintessence, c'est la fleur. Et pas que c'est, puisqu'il peut en sentir l'énergie sur la langue. Il suffit de mettre un pétale sur la langue,
pour sentir l'énergie qui résonne en lui. Et donc c'est décidé, ces remèdes seront issus des fleurs. La sixième phase, chaque fleur doit avoir une action pour lui, et l'énergie c'est un peu crainteux, quoi, mais résonance énergétique ça sonne bien, alors il prend résonance énergétique pour lui, la fleur, et donc sa rosée, on va voir pourquoi, agit par résonance énergétique. Ça va, je ne vais pas trop vite? Oh, si, un peu. D'accord. Donc pour lui, un esprit entraîné et hypersensible, comme le sien, parce que c'est comme ça qu'on le définit à peu près partout dans toutes les biographies, peut ressentir les vibrations des pétales rien qu'en les déposant sur la langue. Il parvient à entrer en résonance avec le message des fleurs et à ressentir dans les sonorités florales l'affinité vibratoire fréquentielle rectificatrice des affects émotionnels archétypiques perturbés dans la nature humaine et ponctuellement imprégnés. Donc la fleur est la quintessence de la plante, autochtone de toutes les propriétés curatives de celle-ci. Alors, donc lui il dit qu'elle soignerait sur un plan énergétique, éthérique. Alors on voit vite les ponts qu'il peut y avoir avec toutes les thérapies dites énergétistes, toute la théorie New Age qui fleurit, je sais pas dire, qui fleurit maintenant. Et l'objectif de Bach, c'est de parvenir à prescrire des élixirs en se fiant uniquement au caractère de ses patients. Il voit les gens et il veut être en mesure de définir quel est le bon remède à appliquer à ces gens et notamment quelle est la bonne fleur. Alors la septième phase, Bach veut être en mesure de savoir quelle est la pathologie chronique des gens, rien qu'en étudiant leur caractère. Il veut absolument les soigner. Les fleurs, donc, c'est simple, il va associer à chaque caractère, à chaque problème de caractère, une fleur. Et alors d'abord 7, si on trouve 7, après il passe à 12, c'est pas un hasard non plus, et après il passe à 38. 38, il y a une raison assez simple, c'est qu'il meurt. C'est la seule hypothèse que j'ai. Les 7 familles de fleurs, c'est celle-ci, donc je voulais mettre un indicatif. Donc à chaque grande famille, il associe des fleurs, et à chaque fleur, il va associer un sous-état psychologique dit négatif. Donc je crois que vous en avez mis quelques exemples. Donc voilà comment ça se présente, le tableau des fleurs de Bach, il y en a 38, vous en avez mis 5 qui dépassent là. Et vous avez donc ces états psychologiques, ces sous-états psychologiques négatifs qui sont manque d'attention et de ce fait répètent les mêmes erreurs, etc. Et l'idée, c'est que par exemple le bourgeon de marronnier d'Inde développe l'éveil, la vigilance et vous aide à tirer les leçons de la vie. C'est pas négligeable. On est presque à la fin. La 8e phase, un matin, il a une illumination, c'est narré comme ça. La rosée sur les fleurs est le summum de la force médicale de la nature. C'est que la rosée, qui est se déposer sur ces fleurs, contient tout le principe curatif de la plante, voire plus. Des fois, c'est dur à ramasser, quoi. Alors, il invente des techniques de solarisation et d'ébullition. Parce que c'est plus facile. Alors, les techniques, je vous les décris un petit peu. Il dit que chaque goutte de rosée chauffée par le soleil doit contenir toutes les propriétés vitales et curatives de la plante, donc. Donc, je vous ai mis des découvertes de rosée. Et puis, bon, traîner des draps sur les fleurs pour recueillir la rosée, c'est pas très pratique. Je me suis amusé à dessiner un Edouard Bach qui court avec un drap dans les champs. C'est pas très pratique. Alors, la solution pour lui, c'est de faire macérer la plante au soleil, en plein milieu d'un champ, dans un bol rempli d'eau, qui imprègne l'eau. Donc, l'idée, c'est que l'eau qu'on récupérerait contiendrait tout le principe vital de la fleur et les propriétés pharmacologiques qui lui prêtent. Alors, les méthodes classiques sont celles-ci, je les ai un petit peu détaillées pour que, si vous voulez en discuter, on puisse le faire. Donc, il suffit de placer les fleurs dans un bol en verre, peu épais, à moitié rempli d'eau pure, de source locale, poser le bol au soleil durant un minimum de 3 heures, et lorsque les fleurs commencent à se décolorer, les retirer du macérat, désormais chargé des énergies des fleurs, et on le filtre et on recueille dans un ferment, on dilue avec une eau de vie. C'est sympa. Parmi les fleurs qu'il a définies, il y a des fleurs qui ne sont pas, il y a notamment des bradilles ou des rameaux, par exemple le noyer, le mélèze, et il s'est aperçu que bon, pour les faire décolorer des bradilles, c'est un peu compliqué. Alors il a opté pour l'ébullition pour ces fleurs-là. Donc il suffit de remplacer le soleil par une casserole, la faire bouillir pendant une demi-heure, en remuant de préférence avec une tige de la plante, ce qui est précisé. On laisse refroidir, donc exactement la même chose que précédemment. Après, donc, vous diluez de moitié avec une eau de vie. Alors, à l'origine, on met un brandy parce que c'est un produit de la vigne qui est elle-même une fleur de Bach. Numéro 38, la dernière qu'il ait trouvée. Il a opté pour ça à la fin. Maintenant, on met plutôt du cognac. On secoue vigoureusement le mélange de 30 secondes à 2 minutes et on couvre le tissu pendant 48 heures. Secouer parce que ça dynamise la solution. C'est un concept qu'on retrouve aussi en homéopathie sous le terme de suppulsion.
et on obtient une teinture mère. Donc on sert dans des fûts de chêne, puisque le chêne est lui aussi une fleur de bac numéro 8. Prenez un flacon de 30 centilitres, vous versez 2 à 7 gouttes. Alors, il y a des gens, la posologie est vraiment différente en fonction des écoles de la teinture mère, et l'élixir floral, première dilution, est prêt. On peut réaliser plusieurs dilutions successives sans altérer la prétention thérapeutique du produit. Voilà, alors, j'ai essayé de me documenter le plus possible sur les pratiques. Et dans les conseils de l'année, il y a des trucs extraordinaires. Il y a des choses vraiment extraordinaires. Il est recommandé, par exemple, que la cueillette se fasse dans un endroit sauvage, le plus pur possible, c'est-à-dire loin de tous les champs magnétiques, tous les trucs, les industries. Et dans des endroits que les fleurs ont colonisés naturellement, ce qui n'est pas gagné, de se laver soigneusement, de mettre des vêtements propres, s'efforcer d'entretenir les pensées les plus pures, aussi dans ramassant. C'est dur aussi. Mais de ramasser des sommités, si possible, sur plusieurs plantes différentes qui poussent au même endroit, de les mettre dans un bol en verre fin, à un demi rempli d'eau, pure de source locale, même si c'est local, de poser le bol avec les fleurs au plus fort du soleil, du plus fort de l'été, durant 3 heures au moins. Le ciel doit être sans nuages, et aucune onde ne doit porter sur le bol, sinon il faudra abandonner la préparation. Et le bol doit être placé à proximité des plantes qui vont faire les fleurs. C'est un intérêt tout ça, c'est-à-dire qu'on engage la personne qui construit ces élixirs, on l'engage sur le temps qu'elle y passe, l'énergie qu'elle y passe, et ça offre aussi ce qu'on pourrait appeler un mastic, en quelque sorte. Ça permet, au cas où l'élixir floral ne marche pas, d'avoir plein de raisons d'avoir échoué dans tout le déroulement de... On vous aide quand même, on vous dit peut-être que vous pouvez opter pour des techniques qui vous aideront à ramasser les bonnes fleurs, donc soit on vous conseille de ramasser celles qui résonnent en vous, on définit pas ce que ça signifie, de vous recueillir et de demander la permission de la nature avant, de vous munir d'un pendule. Alors j'ai trouvé aussi... j'ai trouvé une danse. Il y a une dame qui a créé des danses de fleurs de bac, une danse adaptée à chaque plante, et on ferait la danse correspondante dans le champ pour trouver la bonne fleur. Alors, ça fait rire, mais c'est pas. Ça montre que c'est une théorie qui est très très facilement imbricable à quasiment tout le champ des pseudomédecines. En 32, il distingue donc les 12 guérisseurs, plus les 4 aides. Donc il y a l'aljon, chêne, la bruyère, et il y en a une qui est très marrante, c'est l'eau de roche. J'en ai un là. L'eau de roche, c'est de l'eau de source. Donc les fleurs de bac, c'est de l'eau. C'est une des incohérences de la théorie. J'ai pas pu trouver pourquoi il avait choisi ça. Et il sort aussi ce qu'on appelle le rescue. Que j'ai le rescue au midi, le remède de secours, qui est un remède qu'on vous prescrit pour tout ce qui est urgent. Tout ce qui, quand ça va pas, quand il y a une urgence, vous avez un truc à faire, vous n'avez pas la pêche, il y a une crème aussi que vous pouvez joindre aussi, si vous avez le temps. Dès qu'il y a un truc qui vous panique, un petit coup de rescue, et ça va mieux. C'est le plus vendu de tout ça. C'est une réussite commerciale. Donc Bach s'est arrêté à 38, donc c'est bien. Et les gens disent maintenant que c'était la fin de la théorie, qu'il fallait que ça s'arrête là, qu'il avait atteint le but, qu'il était épuisé par sa démarche. C'est quelqu'un qui... c'est très sacrificiel son travail. Quand il a commencé à travailler là-dessus, il a eu un gros coup au moral parce que sa femme est décédée, il a sombré une partie dans la dépression, ensuite il a fait une hémorragie cérébrale, il a fait un coma, et il s'est relevé, il s'est réveillé, à un moment il s'est relevé, il a dit si je m'en sors, je me consacrerai toute ma vie à ça, et il s'en est sorti, et donc il a tenu parole. Il y a toute une rhétorique héroïque derrière tout ça. Alors en 34, il s'installe là-bas dans une maison qui est depuis devenue le Center Bach, qui est le dépositaire, se disant de la tradition. Des éléments critiques à ça. L'idée, c'est de donner des termes simples, ce que j'essaie de faire avec les étudiants, parce que de décrire des mécanismes, de décrire des biais ou des sophismes, si on leur donne des noms un peu plaisants, les étudiants les gardent mieux, les gens les gardent mieux, et ça leur crée une sorte de bagage critique, une sorte de blindage. Quand ils sont sujets à sollicitation par d'autres thérapies, ils peuvent toujours réinvestir. Mais je vais introduire un concept qui revient assez souvent, qui est le concept de la pensée magique. La pensée magique, à l'origine, c'était un travail d'étude des anthropologues du 19e avec une conception primitiviste. Donc, ils disaient que les peuples dits primitifs raisonnaient de manière pré-scientifique et notamment sur 2 chaînes qui relevaient de ce qu'on appelait notamment James Fraser a appelé la pensée magique. L'action magique repose sur la croyance que les choses agissent à distance les unes des autres par une sorte de sympathie secrète. Alors il y en a 2 formes. On en distingue 2 formes générales. Il y en a plus le principe de continuité, qu'on appelle la magie contagieuse, qui est en contact avec une chose,
on garde une trace même après la fin du contact. Alors, pour illustrer ça, une expérience que j'ai jamais réussi à refaire moi, mais que Paul Rosine a fait régulièrement, j'arrive pas à la faire en course parce que je trouve jamais de mouche. Il faut une mouche. Rosine, ce qu'il fait, c'est qu'il, ses étudiants, il sert un verre de lait, et il prend une mouche, il met la mouche dans le verre de lait, il sort la mouche, il demande à ses étudiants qui c'est qui veut boire. Il y a personne qui veut boire. Il leur dit, mais pourquoi vous ne voulez pas boire? Il argumente, c'est sale, c'est horrible, il y a des écrasouilles. Elle dit très bien. Hop, et il sort une mouche qu'il a fait bouillir à l'étuve, qui est donc proche d'un sachet. Il prend un verre de lait, il la met dedans, il dit qui c'est qui veut boire. Il y a, à part le caïd de la classe, personne qui veut boire, bien que la mouche soit propre. C'est comme si vous voulez, c'est comme si le lait avait été mouchisé, quoi. Comme s'il avait pris des caractéristiques de la mouche. Alors ça marche très bien avec les blattes, les contrelages, des trucs pas très très jolis. Et ce qui est marrant, c'est que ça peut aller plus loin. Par exemple, il suffit de touiller avec une tapette à mouche neuve un verre de lait pour que personne ne veuille le boire. C'est impossible quand même. Alors j'avais fait le test moi, il y a 2 ans. J'avais fait un punch que j'avais mélangé avec une brosse à neuve. Et j'ai gardé mon punch, quoi. Personne n'a touché. Ma fête est un échec. Donc c'est très prégnant, même chez nous. Moi je dirais que c'est des chaînes pré-scientifiques qu'on a tous, cette association d'idées, il y a un contact qui reste. Et dans la rosée, c'est ce qu'on retrouve beaucoup de la rosée dans la théorie florale. Le deuxième principe, c'est le principe de similarité. C'est pas moi qui l'appelle magie homopathique, c'est Fraser qui parle de ça en 1893, je te dis une bêtise. Et elle prend plusieurs formes qu'on retrouve un peu partout. Agir sur une représentation, ou sur l'image d'une chose, agir sur la chose. Et ça, on retrouve ça par exemple dans le vaudou. Dans le vaudou, en plus, il y a une magie contagieuse, dans le sens où il faut prendre un élément de la personne et qu'on colle dessus un cheveu, une sorte de nez, qui maintiennent un contact comme ça, implicite avec la personne d'origine. L'image d'une chose est la chose, à l'observatoire zététique, comme on investigue des théories comme ça qui sont étranges, on travaille sur un monsieur qui s'appelle Crozy, qui fait de la recherche de personnes disparues sur plan. Et lui, sa théorie, c'est je travaille sur une carte, je suis en train de me déplacer, je passe ma main ou mon pendule et je peux détecter où sont perdus les gens. On vous tiendra au courant des résultats quand on aura pu mener l'expérience. On va monter un protocole avec lui. Et donc l'image d'une chose est la chose, on retrouve ça notamment en radiesthésie. Le symbole d'une chose est la chose, et ça, les grilles, les fétiches fonctionnent sur ça, mais même dans la société moderne, il y a des choses comme le drapeau, ou comme toute la vindicte qui s'est levée quand des gens ont pu siffler la Marseillaise, qui montrent que des symboles, quand on fait atteinte à des symboles, on touche les valeurs qui sont derrière. Resterait peut-être à définir les valeurs parfois qui sont derrière. Le nom d'une chose est la chose, l'incantation, le sort, le juron, tout ça, je vous pense un petit peu rapidement tout ça. Et le semblable produit semblable. Et là, typiquement, on rejoint la théorie homéopathique d'Allemagne, et notamment l'une de ses sources principales, qui est Paracels. Et Paracels, qui donc s'appelle Paracels, alors j'ai mis quelques images qui viennent après. Paracels, c'est ce monsieur-là. Il a bâti ce qu'on appelle la doctrine des signatures, qui s'appelait Aureus Philippus Theophrastus von Hohenheim. Il s'appelait Paracels, il prétendait dépasser le médecin latin Cels. Je suis mieux que Cels, très mieux que Cels. Et lui, il a décidé que l'usage d'une substance peut être déduite de l'observation de sa présence dans la nature, de sa forme, de sa texture, de sa couleur, et que donc il pourra associer comme ça les propriétés pharmacologiques des plantes à leur propriété. Alors on garde encore dans le lexique courant des noms de plantes. La laitue par exemple, son sucre ressemble à du lait, donc on l'a fortement conseillé aux nourrices. Quand on casse une laitue, donc le sucre ressemble à du lait, et donc Paracels l'a associé donc à une augmentation de montée de lait chez les nourrices. La pulmonaire aussi, qui dans les fleurs ressemblerait à des poumons sains, aux alvéoles des poumons sains. Le phéoglossum, qui ressemble à une queue de serpent, la toxicum qui ressemble à une tête de serpent et qui donc serait censé guérir les morsures de serpent. Si c'est un serpent venimeux, la personne ne se plaint pas après de l'inefficacité de la théorie. Il arrive parfois que dans toute la gamme des plantes qui sont brossées, on tombe juste. Et pour nous, il y a des plantes comme ça pour lesquelles on est tombé juste. La rainétrée ou le saule contiennent de l'acide acétylsalicylnique et c'est souvent un argument qui est tenu par les faux Paracels. Et dans les médecines alternatives, on retrouve pas mal ce genre de pensée magique de similitude. La réflexologie plantaire, par exemple,
il y a une similitude qui est faite entre le dessous du pied et l'intérieur du corps humain. Et il suffit de mettre deux cartes l'une à côté de l'autre pour s'apercevoir que les organes ne se recouvrent pas. Ce qui met gravement en danger la théorie. On retrouve la réflexologie palmaire, par exemple, l'auriculothérapie aussi. L'idée que le pavillon de l'oreille aurait la forme du fœtus humain ferait que si on stimule un des points de l'oreille, on pourrait générer une réaction thérapeutique sur l'organe considéré. L'iridologie de la même façon, avec toute une carte. Et si vous avez des taches à un endroit, ça signifie qu'il y a un petit problème à ce moment-là. Alors il y a des similitudes plus cachées, et typiquement dans les fleurs de Pâques, la dynamisation, par exemple, on vous dit secouez bien le mélange et vous laisserez exprimer le message des fleurs qui étaient contenues dedans. On retrouve ça aussi en homéopathie. On vous demande de secouer la boîte de granules avant. Et il y a des standards en homéopathie chez Boiron, c'est 240 secondes, 240 secousses en 7 secondes 5. Pourquoi? Il n'y a aucune source. Et chez les fleurs de Bach, c'est plus flou, c'est un peu plus artisanal. Il faut secouer vigoureusement entre 30 secondes et 2 minutes. Et la deuxième, peut-être, qui est peut-être plus grave, la pathogénésie, qui est l'idée en homéopathie que si un principe actif est capable à dose importante sur un sujet sain de créer des symptômes, il est capable à dose infinitésimale d'éliminer ces mêmes symptômes. Et chez un patient malade, donc. Et si un produit X, comme par exemple la noix vomique, fait vomir un sujet malade, il fera disparaître les vomissements chez un sujet malade grâce à sa préparation homéopathique. Le problème, c'est qu'il faudrait que les symptômes soient fiables, et là, ça rejoint la théorie florale de Bach, parce que les états psychologiques dits négatifs qu'on a vu tout à l'heure sont d'un flou assez incroyable. Inquiétude excessive pour les êtres aimés, tendance mère-poule, ne sont pas des symptômes décrits en médecine. Ce sont c'est une symptomatologie floue qui peut amener parfois à des dérives fortes. Et là, je vous donne un exemple qui est en ligne, où il y a plus de 3000 entrées, et des entrées qui sont dramatiques. François, je vous laisse la version française. Serge Gazelle, donc. Prétend, si vous avez une envie de charcuterie désirée. Alors c'est un exemple poussé à l'extrême. Tous les kinésiologues font pas ça. Comme c'est un cours qui est adressé à des pharmaciens, la trame que j'ai repris la trame que j'adresse aux futurs pharmaciens. Donc il y a énormément de choses que je traite. Je passe tout vite fait en revue pour arriver à la dernière diapo. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut dire que si on répandait ces idées-là, il n'y aurait peut-être pas autant besoin de ce genre de thérapie alternative. 8 à 9 pathologies sur 10 guérissent spontanément. Il y a des proverbes. Un rhume soigne pas, ça dure une semaine. Ne soigne pas, ça dure 8 jours, 7 jours. Des choses comme ça, des choses vraiment très simples, et notamment un effet qui, nous en zététique, on parle d'effet cigogne pour désigner les confusions entre corrélation et causalité. Terme simple, il y a une histoire que je pourrais vous raconter. Bon, l'exemple, au moment c'est celui-ci, qui est soi-disant la preuve du réchauffement climatique. Alors pour les médecins, il y a un terme un peu plus scientifique, le post-hoc ergo propter hoc. Ça vient juste après, donc c'est la conséquence de j'ai été malade, je suis maintenant guéri, donc le traitement que j'ai reçu était la cause de ma guérison. Dans toutes les théories pseudo-médicales, on retrouve ce genre d'association, et beaucoup de miracles notamment fonctionnent comme ça. Il suffit d'aller là-bas, de guérir après, et d'associer avec la venue à Lourdes, par exemple, la guérison qu'on a eue, alors que peut-être on est en traitement derrière. On se retrouve avec des cas comme ça assez tragiques, où des gens qui sont médicalisés très fortement revendiquent un soin avec un j'en dis pas plus, je veux juste arriver à. J'aurais pu vous parler du placebo, des raisons pour lesquelles on arrive à générer du placebo. On arrive à générer du placebo, notamment par exemple chez l'acupuncture. Ça, c'est le sujet que traitera, je pense, mon successeur. On a montré par exemple qu'en acupuncture, l'acupuncture marche d'autant bien que le médecin est gentil, mais marche d'autant mieux que le médecin est chinois, ou jaune, ou asiatique. C'est pas inintéressant, on joue beaucoup sur la culture commune. Alors après, bon, il y a toute la critique historique que je leur fais, qui n'est pas tellement nécessaire, la critique du naturalisme aussi, la critique du mythe fondateur, tous les petits critères que vous connaissez certainement, le fait que des termes latins soient parfois très impressionnants, nous on parle d'effet d'impact. J'ai pris des exemples, on a fait ce travail avec des étudiants de pharmacie, regardez qu'est-ce qu'il y avait derrière les termes latins dans les produits homéopathiques, et là il y a une surprise absolument géniale dans les trucs.
absolument dingue. J'encourage à faire cette recherche-là. Mettez le mot latin dans un moteur de recherche. Et... Voilà. Mais tout ça, c'est bon, ça c'est des détails, des théories, blablabla. Moi, je voudrais en venir à cette question. Peut-être ça va introduire certaines questions que vous posez ensuite. Au nom de la prise en charge globale du patient, une visite chez un pseudothérapeute dure 4 à 6 fois plus longtemps que chez un médecin. C'est pas rien. Souvent, les gens qui s'adressent à des thérapies dites alternatives le font comme une alternative, je dirais, presque politique. Est-ce que, plutôt que de se tourner vers des thérapies qui ne fonctionnent pas, ou qui n'ont pas encore plus de preuves suffisantes, ne devrait-on pas plutôt encourager nos services publics et les aider à développer tout ce qui est la part, je dirais, sombre et non mesurable de l'aide. L'idée pour nous, notamment à l'Observatoire zététique, c'est de se dire pourquoi les gens adhèrent à ce genre de théorie. Et c'est pas idiot d'adhérer à ce genre de théorie. Moi, personnellement, j'adhère à pas mal de choses un peu plus jeunes avant de découvrir tout ce qui est cette démarche critique. Et on n'a pas envie de... On le présente de façon très schématique parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais de fait, elle est convaincante cette théorie. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ça. Il y a énormément de clients à cette thérapie de bien-être-là ou à l'homéopathie. Et souvent, le rejet scientifique, il est très très réel. C'est-à-dire qu'on dit, bon, c'est nul, et ne nous y penchons pas, c'est nul. Alors c'est pas vrai, c'est extrêmement convaincant. Il y a beaucoup de biais psychologiques qui se greffent, il y a toute une théorie de l'engagement derrière qui fait que les gens vont aimer ça, ça va faire sens pour eux, ça va avoir des raisons d'exister pour eux, et le déconstruire de façon peut-être, bon là on est dans un cadre vraiment très particulier, mais il faut prendre des pincettes et prendre le temps de détailler ça pour essayer de faire comprendre aux gens pourquoi quelque chose qui paraît plaisant l'est peut-être pas. Donc, je peux vous dire simplement, c'est que les autorisations de mise sur le marché, il y a un type de médicament qui bénéficie d'une mise sur le marché allégée. C'est l'homéopathie. C'est tous les médicaments homéopathiques. L'autorisation de mise sur le marché fonctionne sur deux points. Vous devez montrer l'efficacité du produit que vous utilisez et vous devez montrer sa non-nocivité. Or, l'homéopathie a juste à démontrer sa non-nocivité. Il n'a pas à faire preuve de son efficacité. Pourquoi? Historiquement, je ne sais absolument pas comment ça s'est fait. Et c'est surprenant parce que normalement, les médicaments homéopathiques ne devraient pas être considérés comme des médicaments. Je ne suis pas thérapeute. Et c'est facile. En plus, je ne suis même pas malade. Donc, j'ai aucun. Les problèmes que vous avez, vous, sont immensément plus grands. Et ça, je le conseille. Et je ne pense pas que ce soit la solution de montrer ce genre de choses-là à quelqu'un qui utilise des élixirs floraux ou qui tombe dans des travers de type pseudo-médicaux. Mais moi, je n'ai pas de réponse à ça. Ce que je fais, moi, j'utilise ça pour donner un outillage critique à des étudiants qui, en général, oscillent, sont dans des positions intermédiaires, sans avis, légèrement... je n'ai pas la même tâche que vous, disons. Moi, ma tâche, juste, c'est je suis scientifique et je suis enseignant. Donc j'expose ce qu'il y a, et l'objectif, c'est pas de faire de peine, et si je vois, par exemple, ça doit faire de la peine... Enfin, normalement, l'assistance ici, est composée de gens qui sont déjà très avertis sur ces questions-là, donc j'ai pas pris plus de pincettes que ça. Si je devais m'adresser un jour à un parterre de gens qui viennent pour un congrès sur la thérapie florale, je ne ferai pas la même présentation, ça je vous rassure. Mais c'est clair que ma tâche est extrêmement aisée, quoi. C'est facile, je suis scientifique, je peux décrire ça de façon très formelle, et tout le caractère humain Puis l'idée, c'était pas de convaincre, hein. L'idée, c'était de démontrer de façon rationnelle ce que c'était. Je ne cherche pas à convaincre les gens de ne pas en prendre. En plus, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise idée d'en prendre pour certaines personnes. Je n'ai pas d'avis, enfin, j'ai des avis nuancés en fonction des gens, mais je ne propose pas une solution. Où trouver le contenu de votre exposé? Il y a notre site internet qui s'appelle observatoire-zététique.org. Moi, j'avais fait une petite brochure à destination de mes amis. Je dois en avoir 2-3 en stock. Qui retraçait un petit peu ça. Élixir floraux de base, quintessence d'une illusion. Et bon, c'est sur un ton un peu prime sautier, j'avais essayé de faire quelque chose d'un peu joyeux et humoristique. Après, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus triste et sérieux pour les annales pharmacologiques françaises qui s'appelle Élixir floraux, études zététiques, qui est sorti l'année dernière. Je tiens ça à votre disposition si ça vous intéresse.